Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire un tag qui s'appelle Tu préfères, qui a été inventé par Mystic Tia, que je ne connais pas, que j'ai découvert grâce à Aurine de la carte Les Chouettes Cartes d'Aurine, parce que en fait j'ai découvert la vidéo et le tag sur sa chaîne, et j'ai vu que Marie Cartomancie l'a fait aussi ce matin. J'ai commencé à regarder. Je finirai de regarder après ma vidéo. Donc je vais le faire. Et je me suis dit que plutôt que vous montrer ma tête en même temps, j'allais traficoter mes cartes fait maison, là, que je continue. Que ça me détend. Vous voyez un truc que je fais là qui est pas bien du tout. Il faut pas faire le tour de ces cartes oracles avec un stylo. Mais bon. Après, c'est mes jeux. S'ils ont du vécu, moi, ça me dérange pas. Bon, après, je fais pas exprès. Hein, je vais pas défoncer un jeu exprès. Alors, on va commencer. Tu préfères oracle ou tarot? Alors, vu le nombre que j'ai de tarot, je vais dire le tarot. Même si j'ai commencé par des oracles. Parce que j'ai commencé par... l'oracle des cartes médecine quand j'avais 17 ans. J'en ai 43 là. Même si j'ai une voix de petite fille toute mignonne, j'ai 43 ans. Et en fait, pourquoi le tarot? Pourquoi je préfère le tarot aux oracles? Parce que je trouve que le tarot, c'est le système le plus complet, le plus polymorphe qui ait été fait jusqu'à maintenant, quoi. J'ai pas trouvé d'autres systèmes qui soient aussi complet, aussi adaptatif, aussi... Pour moi, c'est un objet qui est tellement multiple dans toutes les formes qu'il peut prendre, dans le fait de correspondre et que chacun y trouve du sens et que sa logique de croyance, de vie et tout ça puisse s'appliquer dedans. Pour moi, c'est presque un objet qui... C'est à se demander si c'est vraiment les humains qui l'ont fait, quoi. Tellement il est bien fait. Donc voilà. Donc oracle ou tarot. Tarot. Marseille ou Wait? Alors, ça dépend, ça dépasse. Voilà, je vais faire comme Aurine, je vais faire des cartes des réponses de Normande. Même si moi je suis pas normande. Je suis demi-sel. Je suis à moitié bretonne. Voilà. À moitié bretonne, à moitié cévenole. Ouais, elle me plaît cette image. J'aime beaucoup, beaucoup cette image. Alors, donc, Marseille ou Wait? Donc ça dépend. Pourquoi? Parce que si je dois faire un tirage psychologique, spirituel, pour une évolution de vie ou quelque chose comme ça, je vais plutôt avoir tendance à le faire avec le Wait. Par contre, si je veux un tirage sur du karmique, sur ce que certains appellent de la mission de vie, enfin, qu'est-ce que la personne est venue faire dans cette vie, quelles sont peut-être des traces d'anciens karmas, ou alors vraiment sur les grandes forces qui agissent dans la vie de cette personne. Je vais plutôt aller chercher le Marseille. Pourquoi? Parce que je trouve que le Wait est très fin sur certaines choses. Là où peut-être que le tarot, des fois, a un peu des gros sabots. Mais en même temps, le Marseille... le Marseille a un côté force brute, force vive, concept de base de tout ce qui existe dans l'univers et la création. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que le Marseille va toucher les forces vives de tout ce qui est.
Et le weight va être plus dans la nuance, plus dans la finesse de l'interaction. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Donc, Marseille ou Weight, bah, ça dépend. Alors, petit le normand ou keeper? Bah, pour l'instant, petit le normand, parce que je me suis pas encore penchée sur le keeper, bien que ça me semble être très intéressant. Le petit le normand, en même temps, c'est pas non plus la panacée, hein. J'en ai un pour l'instant. Celui celui de la créatrice du Shadowland. D'ailleurs, c'est le Shadowland le normand. En fait, je suis plus en train de m'intéresser à un système mexicain qui est une sorte de loto qu'on utilise au Mexique, mais qui est aussi un système de divination. Je suis en train de récupérer toutes les proverbes, toutes les maximes qui vont avec, parce que en fait, la divination se fait basée sur le sens des proverbes qui sont dits au moment où les cartes sortent, les numéros sortent. Quand le loto est fait, vous savez, c'est comme 13 Thérèse, tout ça en France, sauf que là, c'est un vrai sens, quoi. Donc voilà. Donc je suis plus en train de m'intéresser à ça parce que je trouve qu'il y a un côté populaire, comme dans la carte à jouer, comme dans le tarot, qui m'attire beaucoup plus. C'est des égrégores qui m'attirent plus que la création d'un jeu par des gens qui avaient des croyances dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, tout ça. Enfin voilà. Donc, final, petit lot normand ou keeper, ben, un peu ni l'un ni l'autre. Astrologie ou numérologie, ouh là là. Alors là, on va toucher quelque chose qui va déplaire à certains. Plutôt numérologie. Pourquoi? Parce que l'astrologie, j'ai un problème avec. Alors, l'astrologie telle qu'on la perçoit, enfin, vu l'impact que la mythologie romaine, grecque et romaine a eu dans notre société, dans nos cultures, c'est plutôt logique, mais moi j'ai un problème avec ce côté comment dire? Bah déjà moi je suis d'origine celte en partie. Je considère qu'on a été colonisé par les Romains et les Grecs, que c'était pas notre culture à la base, et que on a un peu cette tendance à voir toutes les interactions entre les planètes et tout ça selon la mythologie romaine, alors que par exemple Vénus dans certaines cultures, dans certaines mythologies d'Amérique du Sud, c'est un dieu guerrier. Qui a balancé des flèches dans le soleil pour qu'il se bouge parce qu'il trouvait qu'il était un peu trop immobile et que ça lui allait pas, par exemple. Dans certaines traditions israéliennes, on rapproche Vénus de Morning Star, donc en fait de Lucifer. Bon, je trouve que c'est une vision d'une culture dont je me sens pas forcément proche, les Grecs et les Romains, qui a pris le dessus sur toutes les autres, et moi ça me va pas forcément. Donc l'astrologie, je suis un peu en désaccord, un peu en réflexion dessus. La numérologie pythagoricienne, notamment, moi, me parle plutôt. Parce que effectivement, il y a des choses qui relèvent de la logique, quoi, tout simplement, hein. Après, j'en ai peut-être une vision un peu de mathématicien, même si j'ai pas fait des mathématiques, c'est quelque chose qui m'a intéressée. C'est-à-dire que pour moi, 1 plus 1 n'égale pas 2, ça égale de moins l'infini à plus l'infini. Donc j'ai aussi cette façon-là de voir la numérologie.
Donc au final, astrologie ou numérologie, bah, plutôt numérologie, même si je suis pas d'accord avec tout. Ah, je suis chiante, je suis d'accord avec personne en fait. C'est pas que je suis d'accord avec personne, c'est que je veux pas prendre pour acquise les choses. Je préfère les remettre en question, discuter avec, échanger avec dans ma tête et en arriver à quelque chose qui me paraît concluant, même si des fois c'est pour en revenir à ce que l'astrologie ou la numérologie apprend de base, mais au moins ça n'est pas le fait d'acquiescer automatiquement à un savoir parce que tout le monde dit que ça a toujours été comme ça et que ça doit être comme ça. Voilà. J'irai moins loin, mais au moins je serai totalement en accord avec les choses. Alors, Rider ou Tot euh, Alors, le Tot, dans ce que Crowley a voulu en faire, enfin, le personnage de Crowley, je trouve un peu dérangeant sur certaines choses, mais l'approche du tarot, du système tarot via les éléments, à travers le Tot, c'est-à-dire les 4 éléments, hein, plus les terres, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est quelque chose que je compte bien approfondir parce que l'idée me plaît énormément. J'ai pas énormément de Tot, mais les fois où j'ai tiré avec des Tot, alors j'ai pas le Tot d'origine. Je compte bien me l'acheter un jour pour tester. J'ai des dérivés de Tot et à chaque fois que je les ai utilisés, je les ai trouvés très probants. Mais effectivement, c'est pas du tout la même énergie que le Marseille, le Rider. Autant je trouve il y a des ponts, il y a des ressemblances entre le Rider et le Marseille, autant le Tot, c'est un peu le... Ouais, c'est une branche de la famille un petit peu plus éloignée que ces deux-là. Donc Rider ou Tot, bah, pour l'instant Rider, mais le Tot me passionne et m'intéresse énormément. Alors, univers féerique ou animaux? Alors, ça dépend encore. En tarot, je dirais univers féerique. Et en oracle, je dirais féerique et animaux. Le problème du tarot, c'est... Je vais vous montrer. Est-ce que je l'ai mis? J'ai un superbe tarot de... J'ai un très beau tarot de Paulina. Paulina Face. Je crois que c'est Paulina Cassidy en fait. Hein. C'est la même personne. Sur les animaux, fait par US Games, hein, si vous intéresse. Ça, c'est le dos. Cardstock, nickel, c'est du US Games. Alors, ce jeu sur les animaux est magnifique. Vous voyez. Puis il y a 78 animaux, donc il y en a vraiment beaucoup. C'est ça qui est chouette. Moi, le problème que j'ai, c'est que tous les jeux avec les animaux, j'ai tendance à... Enfin non, c'est pas j'ai tendance. Automatiquement, je vais les interpréter pas selon la carte, soit de tarot, soit ce que l'oracle a voulu dire à travers, mais à travers... alors, en premier lieu, mes connaissances de la roue médecine amérindienne. Parce que j'ai commencé à tirer les cartes avec les cartes médecine et que j'ai tiré les cartes pendant 10 ans, 12 ans avec. Donc tous les animaux médecine qu'il y a dedans, bah, voilà. Pour moi, je vois cet animal, ça veut dire ça. Et puis deuxièmement, sur le savoir de ces cartes médecine, c'est ajouter le savoir que j'ai appris au fur et à mesure en lisant des bouquins, en m'intéressant à diverses traditions. Et donc, vous voyez, un tarot avec des animaux, mais c'est pas possible. Moi, je lis pas le tarot. Moi, je lis les animaux selon les traditions des différents pays.
auxquels appartiennent les animaux, les différents continents auxquels appartiennent les animaux. Donc, univers féerique ou animaux, en cartes à jouer, en tarot, du féerique, ça peut passer encore, même si je vais y ajouter sur la carte ce que je sais du folklore qui va avec ce qu'il y a dessus. Les animaux, c'est vraiment pas possible. Pourtant, j'adorerais, il y a plein de jeux de tarot animaliers qui vraiment me plaisent et m'intéressent, mais je peux pas, parce que je sais que je ne lis pas le tarot avec. Alors, univers vampire ou fée. J'ai pas trouvé de jeu avec des vampires qui me plaisent encore jusqu'à maintenant. C'est pas qu'ils sont gore, c'est pas du tout ça, parce que j'ai des jeux un peu d'horreur et tout que j'aime beaucoup. C'est que ça ne correspond pas à l'imaginaire que moi j'ai du vampire. Moi, mon imaginaire du vampire, c'est soit Requiem d'Olivier Ledroit en BD, donc quelque chose de très gothique, soit le roman Camilla de Le Fanu, qui est un des premiers romans sur les vampires. J'ai une vision du vampire qui est gothique, voilà. Et les jeux qui sont sortis jusqu'à maintenant, soit ils font très cinéma 19e siècle, 20e siècle, soit ils font victorien. C'est pas du tout ma vision du vampire. Voilà. Donc si un jour il y a un jeu sur les vampires qui sort, pourquoi pas, qui me plaît, pourquoi pas. Les fées, les fées j'ai un peu le même problème, c'est-à-dire que pour moi les fées, ce sont des êtres de la nature, ce sont des entités et tous les jeux qui sont avec des petites filles ou des jeunes filles ou des jeunes femmes très esthétisées. Bon, déjà, tout ce qui est avec des petites filles et tout, je vois le côté pédo et ça me dérange très très fortement. C'est pas possible. Puis tout ce qui est avec des jeunes femmes très jolies, très éthérées, tout ça, c'est pas ma vision de voir les choses. Moi, ma façon à moi de voir le petit peuple, c'est des êtres peut-être plus hybrides avec la nature, peut-être plus bizarres, dérangeants par moments. C'est pas cette esthétique, encore une fois, victorienne. Je crois que l'esthétique victorienne, moi, de toute façon, j'aime pas. Malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de jeux qui ont l'esthétique victorienne qui sortent. Alors, ensuite, jeux colorés ou monochrome. Moi, j'aime les couleurs. Je crois que j'aime les couleurs. Les jeux, j'ai pas de jeux monochrome. Même les jeux qui pourraient être avec pas beaucoup de couleurs, ils ont au moins 2 couleurs. Non, les jeux monochromes, ils me disent un peu rien. Et surtout, j'ai un gros problème, c'est que y a pas mal de jeux monochromes qui sont avec juste un symbole, genre doré sur un fond noir, machin et tout. Et en fait, moi, le premier truc que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je vais aller acheter un truc super cher où le mec il a juste fait un zigouigoui là, marqué le nom de la carte. Enfin, je sais pas, à ce moment-là, je m'achète un jeu vierge et je fais la même chose. Donc voilà, coloré, jeu coloré. Ensuite, dans les Riders et dans les Marseille, bâton, épée, coupe ou denier. Alors, je vais dire dans les Riders, les bâtons. Parce que je trouve que le bâton est une suite qui n'est pas très comprise. Les gens y voient la créativité, oui. Maintenant, il y a aussi la sexualité, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du mystique, parce que pour moi, c'est aussi le bâton du pèlerin. C'est aussi le sion, c'est-à-dire la bouture d'arbre, qui va prendre ou qui va pas prendre. Donc les bâtons que je trouve très très intéressants, que je trouve peut-être encore plus ancrés que les deniers, d'une certaine façon.
Peut-être que des fois aussi, les bâtons sont encore plus mystiques que les coupes. Et peut-être que des fois, ils sont aussi encore plus dans l'action que les épées. Je trouve le bâton très très intéressant. Voilà, dans le Rider. Et dans le Marseille, je trouve passionnante la suite des épées. Parce que toute la compréhension des épées est vachement axée sur celle du Rider. Or, dans le Rider, l'épée, c'est une épée droite. Vous voyez, elle est comme ça, avec le fil de la lame au milieu. Et donc, il y a cette idée de droiture, il y a cette idée de côté miroir. Attends, je vais essayer de vous trouver ça. Je vais essayer de vous trouver ça. On va couper. Hein, on va couper pendant que je cherche l'as d'épée. Donc, en fait, dans le Rider, bon, c'est pareil dans le Marseille sur l'as, mais c'est une épée qui est droite, vous voyez. C'est une épée qu'on tient bien droite et qui a le fil de la lame bien au milieu, où il y a un côté miroir, c'est-à-dire que chaque côté de l'épée renvoie à l'autre côté. Donc, il y a cette idée de... regarde l'autre facette, soit de ton idée, soit des conséquences de ce que tu vas faire et tout ça. Donc, dans le Rider, il y a vraiment cette épée droite tout le temps. Dans le Marseille, je trouve très intéressant les épées parce que, même si on a l'épée droite là qui revient de temps en temps, c'est des cimeterres en fait. C'est des épées courbes qui sont représentées. Et je trouve que ça donne une autre réflexion, une autre énergie, une autre idée sur les épées, qui est vraiment à explorer, à réfléchir, chacun de son côté, hein, s'il en a envie. Je trouve que c'est pas la même relation à tout ce qui est vérité, à tout ce qui est mental, à tout ce qui est valeur. Il y a peut-être un côté, je sais pas, je vais partir sur mes analogies, il y a peut-être un côté boomerang qui ressort plus là-dessus. C'est-à-dire que ce que tu fais te reviendra peut-être dans la tête d'une certaine façon, où tu en paieras les conséquences. En tout cas, je trouve que la suite des épées dans le Marseille n'a pas du tout la même énergie que la suite des épées dans le Rider. Et c'est pour ça qu'en Marseille, je choisirai les épées. Et en Rider, je choisirai les bâtons. Parce que peut-être la suite la moins comprise, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mots-clés. Ah oui. Sur les oracles, tu préfères les cartes où il y a un mot-clé et le nombre de la carte, ou que le nombre, ou rien du tout? Alors, perso, moi je préfère qu'il y ait le mot-clé. Le nombre, je m'en fiche. Je préfère qu'il y ait le mot-clé. Parce que... alors, ça dépend. Je préfère qu'il y ait un mot-clé qui soit clair, qui soit un concept, qui soit une énergie, quelque chose comme ça. Comme ça, la carte est utilisable sans aller farfouiller dans le livret. Ou alors, je préfère la carte sans rien du tout, plutôt que le nom un peu cryptique. Je ne saurais pas vous donner des exemples, mais moi, il y a des oracles où je vois le nom de la carte et pour moi, ça veut rien dire, en fait. Ça me donne aucune info. Et je me dis, ouais, ben, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ton nom, que je projette ce que je verrai dans la carte, plutôt que de me dire, bon, je vais peut-être aller voir dans le livret. En fait, devoir aller chercher automatiquement dans le livret, ça me gave. Voilà. Alors, mat ou brillant? Mat. Toujours mat. Pourquoi? Parce que... hop là, je vais vous montrer.
Pourquoi? Parce que on sait plus... Enfin, c'est pas qu'on sait plus faire. C'est les vernis brillants qui ne se rayent pas ne sont plus autorisés dans les normes. Même dans les jeux qu'on fait en Chine. Je vous donne un exemple. Un jeu des années 90 qui est brillant. Vous voyez, il n'y a aucune rayure. Pourtant, ce jeu a énormément servi. Hein. Pareil sur... voilà. Vous voyez. Vous prenez un jeu que j'ai utilisé déjà 2 ans en vernis brillant. Il est déjà rayé. Voilà. Donc, du mat. Petite ou grande carte? Eh ben, de plus en plus petite carte. Bon, déjà, les très très grandes cartes, moi, je vois pas l'intérêt. Parce qu'à ce moment-là, je vais chercher un livre d'images. Hein. À partir du moment où ça commence à faire cette taille-là, franchement, autant que j'allais me chercher un bouquin. Hein, que je m'achète une carte postale. Et plus en plus petite carte parce que je me rends compte que pendant longtemps, j'ai peut-être cru que dans des petits formats, vraiment des petits formats, j'arriverais pas à me projeter. Puis en fait, si. Dos uni ou dos représentant une carte. Alors. Je vais vous montrer le Earth Magic que j'aime beaucoup comme jeu. Mais, bon, après, les goûts, les couleurs, voilà. Il est peut-être très kitsch ce jeu, quelque part. Hein, mais c'est pas une histoire que c'est joli ou pas. Ça, c'est vraiment une histoire de goût. Donc, ça sera à chacun de voir. Par contre, vous voyez, son dos, là, c'est une des cartes. Je vais vous la trouver. En plus, bon. Peut-être que, selon les goûts de certains, on aurait pu trouver une carte qui soit plus jolie. Vous allez voir qu'elle va être tout au fond. C'est pénible. Allez, voilà. C'est le dos, c'est cette carte. Free. On est d'accord? Moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve que du coup, tout le jeu a l'influence de l'énergie de cette carte. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, là, Fog ou Nurturing ou Generation, le volcan, l'aigle, je trouve qu'au niveau énergétique, c'est pas génial. Bon, bien sûr, hein, on arrive à en faire extrapolation quand on lit les cartes, machin, quand on va les chercher dans le livret, tout ça, c'est pas un problème. Mais je trouve qu'au niveau énergétique, c'est pas forcément la meilleure des idées. Parce que du coup, tout le jeu a l'empreinte, le marquage au fer rouge un peu, de cette carte. Alors peut-être que cette carte-là est le point central de tout le jeu que la personne a voulu créer et tout. J'ai même pas l'impression parce que regardez, sur le dessus de la boîte, on a mis une autre carte. Est-ce que le livret... Oui, le livret, on a fait le même choix. Parce que ça aurait été moins vendeur, certainement. Et ils se sont dit, tiens, celle-là, elle fait bien, elle a un côté, je sais pas moi, plus géométrique ou j'en sais rien. Ils ont collé celle-là. Donc, fainéantise peut-être de la maison d'édition. Et je trouve qu'au niveau énergétique, c'est pas forcément un choix probant. Voilà. Alors, un jeu avec beaucoup de cartes ou peu de cartes. Vous savez, moi je suis taureau. Hein. Je suis taureau et quand on dit que le taureau est près de ses sous, c'est faux. Mais par contre, on a un peu ce côté la valeur des choses, quoi. Et moi, un jeu où il y a 20 cartes qu'on me fait payer 25 balles, il y a mon cerveau qui fait une division et qui se dit attends, on est à plus d'1 € la carte, il n'y a pas un petit problème là? Je vais pas payer ce prix-là. À moins que ça soit un créateur de jeu. Non, puis
Je trouve pas que forcément que... Alors, j'aime pas les oracles genre DCK et tout ça, là, vous savez, où il y a près de 80 cartes, où il y a marqué échec, réussite, soleil, machin. Franchement, ça j'en ai pas besoin. Je peux m'acheter un Dixit, merci. Par contre, ouais, les jeux où il y a 20, 25 cartes, même 30 cartes, je trouve ça... Non, je trouve que c'est une arnaque. Voilà, ça n'engage que moi. Livret succinct ou détaillé. Alors, dans les tarots, si c'est pas un livret détaillé qui développe l'idée de la personne, sa vision des cartes et tout, franchement, vaut mieux pas de livret du tout. Dans les oracles, ça dépend. Si c'est pour m'expliquer de long en large et en travers de la positive pensée et compagnie, j'ai plus envie de le passer à la cheminée qu'autre chose. Par contre, si c'est comme dans l'oracle de Kali, où elle développe et elle en fait des tartines, parce que c'est Alana Fairchild, et que c'est un peu sa spécialité à Alana, de nous faire des tartines. Oui, pourquoi pas, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Vous voyez? Donc, même s'il y a des bêtises qui sont écrites dedans par moment, hein, je sais pas où va chercher ces infos à la note, mais il y a des choses qui sont pas tout à fait exactes sur Kali. Mais vous voyez, sur une carte, on a tout ça. C'est écrit en petit, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, je vais vous trouver un exemple de livret qui est bien fait sur une énergie. Ben, on est encore sur le House Magic. Voilà. Il n'y en a pas des tartines. Ça suffit. Bon, c'est en anglais en plus. Après, des oracles où le livret, franchement, il sert à rien. J'en ai pas. Non. J'en ai pas. Ou alors, faut que ça soit des oracles où il y a un rituel, quelque chose à travailler, à réfléchir, comme dans l'oracle des saisons ou le Earth Body. Là vraiment, c'est intéressant. Contre-exemple, le Mind's Eyes Tarot. Hein, franchement, on parle des scarabéos qui nous font des livrets multilangues où il y a écrit trois lignes. Et encore certains sont intéressants dans la vision qu'a voulu avoir le créateur du jeu. Là, c'est quoi l'utilité? Et il n'y a que ça, hein, 3 de coupe. Regardez, 3 de coupe. Hop, 4 de coupe. Vous allez me dire, oh, c'est les mineurs. Justice. Le pendu. L'épaisseur du truc. En papier glacé. C'est l'empreinte écologique de ce truc qui ne sert à rien quand même. Bon, je vais me calmer. Donc, livret succinct ou détaillé. Livret détaillé s'il est intéressant. S'il apporte soit des connaissances, soit des choses à faire qui nous intéressent. Ou alors, on s'en passe bien parce que ça sert à rien. Et vous savez pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ce genre de livret là qui ne servent à rien dans certains jeux et tout? Parce que pour les vendre en France, par exemple, la TVA sur les bouquins et la TVA sur les jeux n'est pas la même. C'est plus intéressant la TVA sur les bouquins, donc ils nous font des livrets là qui servent à rien. Et des coffrets, des gros coffrets. Oh, il est beau le gros coffret. Ah ouais, tu peux t'en servir comme brique pour assommer quelqu'un. Super. Alors, soit tu préfères soit un jeu beau mais pas cohérent à l'utilisation, soit moche et bien travaillé. Ok. Déjà, qu'est-ce que c'est un jeu moche? Je pense qu'on en a tous une idée différente. Moi, je vois des jeux sur Etsy qui font très girly et compagnie. Je trouve ça immonde,
pourtant ils se vendent bien. Je vois des jeux faits en collage que je trouve à vomir, tellement on dirait un trip sous ecstasy. Et pourtant ça se vend bien. Donc qu'est-ce qu'on appelle un jeu beau ou un jeu moche? Je ne sais pas. En tout cas, si un jeu n'est pas un peu travaillé, n'est pas avec une idée, une cohérence derrière, j'en vois pas l'intérêt en fait. Parce que si un jeu c'est juste pour qu'il soit beau, je peux aller chercher des images que je vais coller et je vais faire mon propre oracle en écrivant des trucs dessus ou en rajoutant des choses. Je peux aller m'acheter un Dixit par exemple. J'en vois vraiment pas l'intérêt que ça soit juste beau. Voilà. Alors, des cartes sans illustration avec de l'écrit ou des cartes uniquement avec des illustrations et sans écrit, ni livret. Bah, des cartes avec juste de l'écrit, à moins que ce soit des petits oracles, des petites boîtes. Bah, y a mon cerveau qui me dit arnaque, quoi. Un oracle qui serait de taille oracle, où il y a écrit 3 mots comme ça, bah, je vais m'acheter un jeu neutre et je vais écrire les mots dessus, en fait. C'est... Non? Ou alors, il y a marqué pigeon sur ma tête et bon. Et des cartes uniquement des illustrations sans écrit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par exemple, un jeu de tarot. Voilà. Un jeu de tarot où il n'y a rien d'écrit dessus, à part le numéro avec le symbole et puis peut-être les cartes majeures. Ça me dérange pas. S'il n'y a pas de livret, ça me dérange pas. Maison d'édition ou auto-édité, ça dépend. Je trouve qu'il y a des maisons d'édition qui se foutent un peu de nous, qui font des jeux de plus en plus chers parce que c'est devenu très à la mode, où la qualité d'impression est foireuse, où la découpe est même pas nickel et tout, alors que vu les quantités qu'ils font, ils sont censés avoir un contrôle qualité. Donc voilà, auto-édité, oui, pourquoi pas, mais je trouve que certains nous prennent un peu pour des jambons en vendant les jeux à des prix complètement délirants. Alors je veux bien que ça soit une œuvre d'art, machin, tout ça, mais sachant que beaucoup de jeux auto-édités qui se sont vendus une fortune et qui ont eu beaucoup de succès sont ensuite faits en mass market. Et je pense que un contrat avec une maison d'édition n'apparaît pas genre 3 mois avant que ça sorte en mass market. Je pense que franchement certains prennent les acheteurs pour des débiles. Et je trouve pas ça cool. Parce que dans les deux cas, que ce soit les maisons d'édition qui font un peu n'importe quoi, qui sortent des jeux sur tout et n'importe quoi, qui sont même pas bien faits, ou que ce soit les gens qui font de l'auto-édition, qui vendent ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, et puis même des fois la qualité n'y est même pas en auto-édité, hein. C'est pas parce que c'est auto-édité que c'est forcément de la bonne qualité. Il y a aussi ça. Je trouve que dans les deux cas, il y a le problème du fric, que c'est devenu à la mode, que c'est devenu un peu n'importe quoi, que c'est devenu des objets fashion, des objets de collection. Et c'est vrai que dans les années 90, 2000, 2010, il y avait moins de jeux, mais les gens qui les créaient, il y avait vraiment quelque chose derrière, c'était un peu plus solide, quoi. Il y a ça aussi qui m'embête. Maintenant, oh, je vais faire un tarot sur les chats, il y a des chats. Ouais, chats! Je vais faire un tarot sur les Pokémon. Ouais, Pokémon, Pokémon. Il y a même pas de fond, il n'y a même pas de réflexion. Je suis sûre qu'on peut faire un tarot hyper intéressant sur le fond, sur les Pokémon, mais que voilà. Qu'il faut sortir vite, machin, vendre vite. Carte d'endroit ou carte à l'envers. Carte endroit ou envers, ou carte en endroit et envers, je vais y arriver. Pour moi, c'est une sensation. Je sens si c'est bien aspecté ou pas, quelle que soit la façon dont ça sort. Avant un tirage, est-ce que j'allume une bougie de méditation et tout? Oui, avant je le faisais, maintenant je le fais plus.
Les tirages pour moi, j'en fais pas beaucoup des tirages pour moi, mais quand je les fais, le seul rituel, ça va être que je me fais une bonne tasse de thé. Mais bon, je me fais une bonne tasse de thé pour regarder une série, je me fais une bonne tasse de thé un peu pour tout. Je suis un peu anglaise sur ça, je suis persuadée que le thé peut régler quasiment tous les problèmes, et ce qu'une tasse de thé ne peut pas régler est un vrai problème. Et pour une consultation, machin et tout, mon rituel, ça va être de me faire un tirage de 1 ou 2 cartes avant la consultation pour avoir 2-3 conseils sur la consulte, genre peut-être les choses sur lesquelles ça peut être tendu, il faut faire attention, voilà. Je préfère faire une consultation à distance ou face à face. Alors, moi, les consultations, quand j'ai commencé à les faire en pro, parce que j'ai beaucoup tiré les cartes à mes amis, machin et tout, pendant des années, mais quand j'ai commencé à faire des consultations payées, rémunérées, je n'avais que la ligne fixe, j'avais pas de portable, j'avais pas de webcam sur un ordinateur ou quoi, donc je n'ai pu faire mes consultations finalement que par mail, parce que par téléphone fixe, ça me coûtait une fortune. Et j'ai vachement culpabilisé, je me sentais nulle, je me sentais pas à la hauteur. Je me disais, oh là là, ce que tu proposes, c'est tellement nul, franchement, les consultations par mail et tout. Et en fait, quand j'ai eu des retours, parce que je demandais aux gens juste sur quel sujet ils voulaient travailler, quoi, en une phrase. J'ai eu des retours de gens qui me disaient, mais comment vous pouvez savoir tout ça sur ma vie et tout ça. Je me suis rendu compte que faire des consultations pro par mail au début m'a donné une assurance, une foi totale dans l'outil, dans ma façon de travailler, dans ma façon de faire les choses. J'ai pas pu me servir d'excuses en me disant ouais mais c'est parce que tu arrives à décrypter le ton de leur voix ou leur expression, machin et tout. Non, par mail on peut pas. Donc le moment où je suis passée à la visio, au face-à-face ici, à domicile, ou à la visio à distance, ou même à faire des vidéos, parce que je peux vous faire par mail, mais je peux vous faire par vidéo aussi si vous voulez garder une trace, et je vous envoie la vidéo en privé. Ben en fait, oui, d'avoir commencé par mail, ça m'a donné une assurance folle. Donc, je préfère faire les consultations comment Voilà. C'est pas tout à fait la même ambiance, c'est pas tout à fait les mêmes choses. C'est c'est pas forcément la même énergie et tout, mais dans tous les cas, je trouve ça vachement bien. Voilà. Ça répond pas forcément aux mêmes besoins aussi. Il y a des gens, ils ont besoin d'un contact humain, ils ont besoin d'un échange, de se raconter, et il y en a d'autres, ils ont besoin de l'anonymat, ils ont besoin de cette sécurité, et je le comprends tout à fait. Alors, animer des ateliers ou créer des jeux de cartes. Est-ce que je préfère animer des ateliers ou créer des jeux de cartes? Alors, créer des jeux de cartes, à part pour moi, là, en bidouillant, créer un jeu de cartes que je vendrai. Je suis en train de le faire, je trouve ça chouette. Finalement, c'est la partie écriture où je me régale le plus. Je suis en train d'écrire le livret, d'ailleurs. Animer des ateliers. J'en ai animé. Ben, je me régale aussi. Après, dans les deux cas, ce sont des choses dont j'ai eu l'expérience à la fac, parce que j'ai fait des conférences, j'ai animé des tables rondes, donc des ateliers, et j'ai écrit aussi des articles scientifiques et tout ça. Je sais faire et je me régale, mais je crois que là où je me régale le plus, c'est dans le fait d'animer des ateliers, parce que quand on anime un atelier, je trouve que on apprend des outils aux gens, on leur dit, tu vois, c'est pas compliqué, regarde, ça c'est une perceuse ou un tournevis et on s'en sert comme ça. Et les gens, quand ils vont commencer à l'utiliser, parce que c'est ça un atelier, hein, on présente des outils, on explique comment ils utilisent, et puis on fait un atelier pour que les gens commencent à utiliser ces outils avec nous.
voir le moment où les gens, ils sont en train de se déplier, ils sont en train de rayonner intérieurement et tout, qu'il y a ce truc de «Ah mais j'y arrive, finalement je suis pas si débile que ça» et tout. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, faire de la création de jeux ou écrire des bouquins et tout, ou animer des ateliers, bah, les ateliers, je trouve qu'il y a ce retour, quoi. Moi, ça me nourrit énormément. Vidéos YouTube ou posts réseaux sociaux, bah, les vidéos YouTube, hein, parce que les réseaux sociaux, même mon Facebook perso, j'y vais quasiment plus. Insta, je pense que je fais pas assez de publications pour qu'ils me référencent et qu'ils disent même aux gens qui sont abonnés que j'ai fait des trucs. Et en fait, je m'en fous. Et les vidéos YouTube, moi j'aime bien les vidéos YouTube parce que je pense que c'est peut-être le truc qui est le plus accessible un peu à tout le monde comme réseau social. Et surtout, ça permet à des gens qui n'ont pas les sous pour se payer des consultations, d'avoir l'équivalent, même si c'est pour un groupe et même si c'est un peu plus général et un peu moins précis sur eux, ça leur permet d'avoir une consultation un petit peu d'une certaine façon, même s'ils n'ont pas les sous. Et moi, c'est une demande que je fais à mes guides, c'est que s'il y a une personne qui a vraiment besoin d'une guidance, ce que je vais dire dans la vidéo, il y ait des signes et que ça tape juste pour cette personne-là. Voilà. Tirage positionnel ou sans position. Moi, en fait, au fur et à mesure que je pose ma question, je suis en train de décortiquer et c'est un peu comme si je discutais avec quelqu'un. Donc, il va y avoir ce côté positionnel de qu'est-ce qui se passe réellement, comment tu le perçois et qu'est-ce qui serait la bonne solution pour en sortir, par exemple. Mais ensuite, au fur et à mesure, je vais sortir des cartes et je vais discuter avec et tout, machin. Donc, voilà. C'est positionnel, mais sans position. C'est pas une réponse, je suis désolée. Petit Lenormand. Alors, au Petit Lenormand, tu préfères un tirage à 9 ou un grand tableau? Alors, je le fais pas forcément avec le Petit Lenormand, mais moi, j'aime bien le tirage à 9. Je trouve que il y a plein de sens pour le positionnement de chaque carte, et ensuite pour chaque colonne, chaque ligne, chaque diagonale. Enfin, voilà. Je trouve ça hyper intéressant. Le grand tableau, j'en fais pas parce que quitte à me faire un grand tableau, bah, je préfère me faire un Russian Gypsy Fortune Telling Cards que je vous ai déjà montré dans plein de vidéos, qui est un jeu qui ressemble à un memory où pour l'utiliser, on utilise toutes les cartes et c'est un très très grand tableau parce que c'est 5 cartes sur 5 cartes. Donc, est-ce que je préfère les jeux anciens ou les jeux récents? En termes de qualité, je trouve que les jeux anciens avaient peut-être une meilleure qualité, même sur la façon d'avoir été pensés. Il y a beaucoup de choses dans les jeux récents qui me plaisent aussi. Maintenant, la question de l'ancienneté sur la qualité, même énergétique et tout ça, pour moi, à partir du moment où mes jeux rentrent en ma possession, ils commencent à infuser de mon énergie et comme ils infusent de l'odeur de l'encens que je mets dans la pièce et tout. Et donc pour moi, la puissance d'un jeu n'est pas forcément due à son ancienneté, à, à tout ça, mais il est dû aussi au moins à 50% de ce que la personne qui les possède met dedans. Donc voilà. Faites votre réponse avec tout ce que je vous ai dit. Est-ce que je préfère me tirer les cartes ou les tirer aux autres? Je préfère les tirer aux autres. Parce que c'est ce que je fais le plus souvent, parce que je les aide et que c'est chouette. Et que quand je me tire les cartes,
Je me tire pas souvent les cartes, moi, en fait. Je me tire les cartes une fois de temps en temps pour discuter avec mes guides et leur dire, bon, allez, c'est quoi le nouveau dossier qu'on va travailler? C'est quoi la nouvelle leçon auquel je leur demande mes exercices, en fait. Je leur demande la nouvelle leçon en cours dans ma vie. Et ensuite, je vais y réfléchir, je vais lire des bouquins en rapport avec tout ça et tout, mais je vais pas passer mon temps à faire des tirages. Alors que les tirages de cartes aux autres, c'est ce que je fais le plus souvent et finalement, je trouve ça vachement chouette, quoi. Parce qu'on se sent, je sais pas, on se sent bien, on se sent utile, on se sent heureux quand on fait les tirages de cartes aux autres. Est-ce que je préfère acheter un livre sur le tarot ou sur la numérologie? Ouah, c'est déjà la dernière question. Bah, je préfère acheter un bouquin sur le tarot, mais euh, pas un de ces bouquins là qui sortent dernièrement, qui pareil, ils sont jolis, mais ils sont hyper basiques, ils sont presque infantilisants, quoi. On dirait des bouquins pour petites filles de 12 ans, avec plein d'étoiles, plein de couleurs, et puis des trucs complètement débiles où franchement, je pense que le bon sens te dit que oui, effectivement, c'est quand même mieux de se laver les mains si tu utilisais ton jeu, parce que comme ça, au moins, tu es sûr que tu le saliras pas. Hi, 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 lol. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, des bouquins sur le tarot, oui, mais des choses qui vont m'apprendre des choses, quoi. Et pas... bref, vous m'avez comprise. Je trouve qu'il y a vraiment une discussion et une réflexion qu'il faudrait avoir, parce que il y a beaucoup de productions qui sont avec des dessins un peu enfantins, des textes et des illustrations de bouquins ou de jeux qui sont très girly et tout ça. Alors je trouve ça chouette parce que d'un côté, ça nourrit nos enfants intérieurs, ça valorise nos imaginaires, ça valorise le côté girly et tout ça. Mais je me demande si c'est pas une façon aussi de mettre tout ce qui est pratique, ésotérique, travail sur soi, tout ça, dans ce côté un peu bébête, un peu féminin, un peu truc de bonne femme. Ah oui, mais c'est parce que elles resteront toujours des petites filles. Je me demande s'il y a pas quelque chose euh, qui dévalorise, qui, euh, qui infantilise, voilà. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi. Donc, mais c'est une réflexion que j'ai et c'est pas forcément un positionnement et je suis pas en train de dire que les jeux avec des esthétiques très enfantines, très girly et tout, c'est mal. Hein. Je me pose juste la question de à quel point ça rentre dans les mœurs et ça devient quelque chose un peu plus normal et un peu plus sérieux que juste les coussins Hello Kitty qui font un peu ricaner les politiques et les bonhommes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. C'était ma vidéo de Tu préfères. Et alors, moi, j'en ai une pour vous. Avant de finir, vous allez me répondre. Tu préfères avoir des bras en mousse ou vivre toute ta vie avec des palmes aux pieds? Voilà. Bisous. Ciao, ciao.